ma présentation, je vais faire une introduction sur le ciment et sur la porosité, une longue et détaillée, hein, une introduction détaillée. Ensuite, je vais vous parler un peu de la technique que j'ai utilisée, donc qui est la résonance nucléaire magnétique, pour étudier justement les pâtes de ciment. Et ensuite, pour ceux qui suivent encore la présentation, je vais parler de l'effet du ratio eau sur ciment sur les CSH et la porosité. Ok, donc introduction en premier, donc là je suis obligé de mettre cette slide, parce qu'on est tous obligés de mettre cette slide. Le béton ici est ici, donc on voit que le béton par rapport à d'autres matériaux a un prix plutôt faible. Et on voit qu'il y a une relation directe entre le prix du matériau et la quantité qu'on produit. Évidemment, on va plutôt avoir tendance à aller vers des matériaux qui sont moins chers. Donc le béton, ça coûte pas cher, c'est pour ça qu'il est utilisé. Pourquoi ça coûte pas cher? Parce que les matériaux sont disponibles partout. Donc on peut fabriquer du ciment partout, des agrégats on peut en trouver partout. Donc c'est facile à garder, c'est facile à fabriquer. On peut faire des bâtiments de n'importe quelle shape, n'importe quelle forme. Voilà. Et on voit que finalement le béton, il rejette pas tellement de CO2 par kilo de ciment fabriqué. En revanche, parce qu'il y a des grosses quantités qui sont fabriquées, la production du ciment a tendance à relâcher beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. On dit que c'est entre 5 et 8% des émissions mondiales dans la production du ciment. Donc le ciment, c'est quoi? Donc là, j'ai mis un sac de ciment rugby pour Mathieu, j'ai trouvé ça. Donc le béton, c'est finalement du ciment, plus de l'eau, plus du sable, plus des granulats. Donc la totalité, tout ensemble, c'est le béton. Maintenant, si on retire les gros granulats, on obtient un mortier. Donc, mortier, c'est ciment, eau et sable. Et si on retire le sable, on obtient une pâte de ciment. Donc, c'est juste le ciment et l'eau. Et moi, j'ai étudié simplement des pâtes de ciment. Donc, j'ai pas de sable, pas d'agrégat dans mon matériau. J'ai juste mélangé du ciment et de l'eau. Donc, si on part de cette pâte de ciment, donc là, vous voyez en gris, c'est les grains de ciment. En bleu, c'est l'eau. Donc, si on part de ça et qu'on regarde qu'est-ce qui se passe si on mélange du ciment et de l'eau, avec le temps, on obtient un matériau qui est solide. On l'a vu dans la vidéo. Donc, ce qui a été créé lors de l'hydratation, donc lors de la prise du ciment quand ça durcit, c'est toutes les régions qui sont en rouge ici. Donc, les grains de ciment commencent à être consommés et à la place, donc les grains de ciment et l'eau, et à la place, on forme des produits qui vont faire en sorte que le béton va être dur assez rapidement. Donc les produits de leur petit nom, parce que je suis obligé de l'utiliser à un moment donné, donc c'est les CSH, donc ça c'est le produit principal qui est formé, parce que c'est pour il y a du calcium, du silicium et de l'eau. Et ici c'est la portlandite. Donc pour pas que vous soyez trop perdus, je vous remontre l'image qu'on a vue tout à l'heure lors de la vidéo. Donc c'est ça qu'on forme, donc là c'est le grain de ciment. On forme deux types de matériaux. Le premier c'est les CSH qui ont tendance à ressembler à des aiguilles, comme ceci. Et le deuxième matériau qu'on forme c'est de la portlandite. Donc, c'est des cristaux hexagonaux comme ça qui sont en fait des phases cristallines. Donc, c'est ces deux matériaux qu'on forme, mais c'est principalement des CSH et c'est là-dessus que je m'attarde parce que c'est le matériau qui nous intéresse, ces espèces d'aiguilles. Donc, si je reprends notre image de tout à l'heure, donc là, on voit qu'ici, c'est notre pâte de ciment. Donc, on voit qu'on a du ciment qui n'a pas réagi, donc qui est en gris, donc qui va encore réagir plus tard, parce que la réaction se prolonge sur de très longues périodes de temps. On a de l'eau qui n'a pas réagi, donc c'est l'eau qu'on a mis dans le mélange, donc qui est tout autour ici en bleu, tout autour de ces produits, qui va encore réagir, elle, par la suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ces hydrates, donc c'est cette porosité ici qui est en rouge. On a aussi des bulles d'air, donc quand on va mélanger un béton, on va entraîner des bulles d'air à l'intérieur. Ces bulles d'air, elles vont y rester comme porosité, elles vont rester comme bulles d'air dans le matériau solide. Donc là, je mets l'image du phare. Je sais que Karen, elle n'aime pas trop, mais je garde mon image du phare. Il y a certains phares qui sont faits en béton. Donc ça, c'est à l'échelle du mètre. Donc évidemment, ça, c'est la structure. Les bulles d'air, c'est à l'échelle du millimètre. Donc à peu près dans l'ordre du millimètre. Cette porosité qu'on voit ici, donc cette eau qui n'a pas réagi, qui est tout autour des produits d'hydratation, c'est à l'échelle micrométrique. Donc c'est 1 millimètre divisé par 1000. Okay. Et si vous vous souvenez, je vous ai dit que ces produits d'hydratation en rouge, donc c'est formé principalement de CSH, donc qui sont ces aiguilles-là. À l'intérieur de ces aiguilles, on trouve une structure qui ressemble à ça, une structure qui est faite de couches. Donc
là, vous pouvez voir que vous avez certaines couches ici en rouge et d'espace un peu plus important entre ces couches. Et tout ça, c'est rempli d'eau. Tous les symboles ici, là, les triangles verts et les carrés rouges, c'est rempli d'eau. Et cette structure-là, elle est à l'échelle nanométrique. Donc, c'est 1 mm divisé par 1000 pour obtenir micromètre, divisé par 1000 encore pour obtenir nanomètre. Donc, c'est très, 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 très petit. Et on a beaucoup de difficultés à mesurer ce matériau-là. Et ce matériau-là, c'est ce qui fait pratiquement 80%, 80% du matériau. Et ça pose un énorme problème parce que cette porosité-là, ces espaces-là dans lesquels il y a de l'eau, c'est tellement petit qu'on a vraiment du mal à le mesurer. Donc cet espace-là entre les couches, ça s'appelle l'espace entre les couches. Merci. Et cet espace qui est un peu plus large, qui se retrouve un peu de manière aléatoire entre ces empilements de couches, c'est appelé la porosité de gel. Donc, dans une pâte de ciment, là, on a à peu près 50%, donc la moitié du volume, c'est de la porosité, qui est à l'échelle, qui est ici, qui se retrouve ici, de la porosité ici, donc c'est les espaces entre les différents hydrates, et de la porosité dans les hydrates. Donc 50% d'un béton, c'est du vide. Donc c'est pour ça que c'est très important de savoir et de pouvoir quantifier cette porosité, parce que ça va nous donner des meilleures résistances mécaniques et des meilleures propriétés. Maintenant, si on regarde les méthodes qui sont disponibles pour regarder cette porosité, pour étudier ces trous dans le béton, on a des méthodes qui sont assez utilisées, qui sont largement utilisées dans le domaine, qui sont donc la microscopie électronique, je ne rentrerai pas dans le détail, l'intrusion au mercure, donc on force du mercure à rentrer dans le béton, et avec ça, on arrive à savoir quelle est la porosité. Et ensuite, on peut sécher le matériau. Simplement, on peut prendre le béton et enlever l'eau qu'il y a dans ces couches-là, enlever l'eau qu'il y a ici, et enlever l'eau qu'il y a entre les différents hydrates. Et en mesurant quelle est la quantité d'eau qu'on a enlevée, on peut savoir quelle est la porosité qu'il y a dans le béton. Seulement, ce qu'on voit ici, c'est que finalement, la microscopie, elle n'arrive pas à mesurer ce matériau qui est très très fin. Le mercure, il mesure une partie de ce matériau, mais pas entièrement. Et le séchage, on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. On ne sait pas vraiment si on enlève l'eau dans toutes ces porosités-là. Peut-être qu'on en laisse une partie, peut-être qu'on en enlève une partie. Ce n'est pas très clair, donc ce n'est pas une méthode très précise. Donc, pourquoi c'est important de caractériser la porosité? Pourquoi c'est important de faire ce type de mesure et de mesurer ce matériau très très fin et puis les espaces qu'il y a entre les différents hydrates? C'est simplement parce qu'en fait, la porosité, donc c'est les trous. Plus on a de trous, moins le matériau est résistant. Et moins on a de trous, plus le matériau est résistant. Résistant quand on appuie dessus pour le casser, mais aussi résistant quand on l'expose à des environnements agressifs, où il y a par exemple des environnements marins, il y a le chlore qui va vouloir y rentrer. Quand on a des sols qui contiennent des sulfates, les sulfates vont vouloir y rentrer aussi pour dégrader ce matériau. Donc c'est pour ça. On veut connaître cette porosité pour avoir un meilleur matériau. Donc l'objectif de ma thèse, c'est d'utiliser une nouvelle technique. Enfin, une technique pas tant nouvelle que ça, mais on l'a un peu mise à jour parce qu'il y avait certaines difficultés dans l'utilisation de cette technique. Donc là, je vous remets le graphe avec les différentes porosités. Donc la porosité la plus grande, un peu plus fine et très très fine. Et moi, la technique que j'utilise, c'est la résonance nucléaire magnétique. Et cette résonance nucléaire magnétique, elle permet de regarder la molécule d'eau. On va aller mesurer la molécule d'eau, les molécules d'eau qui sont ici et les molécules d'eau qui sont entre les couches. Donc techniquement, on n'est pas limité par une certaine taille, donc on peut techniquement mesurer toute l'eau et toute la porosité qu'il y a dans les pâtes de ciment. Et c'est ça la force de la technique qu'on a utilisée ici. Le deuxième avantage, c'est que toutes ces techniques-là, elles nécessitent un séchage. Donc on enlève l'eau. Et si on enlève l'eau, on peut endommager ce matériau qui est très très délicat. Donc dans mon cas, avec cette technique, on laisse l'eau et on étudie justement l'eau. Donc ça, c'est un autre avantage. Ok, donc je vais vous expliquer rapidement le mélange que j'ai utilisé. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi dans mon laboratoire? Donc je suis venu prendre 80-80 grammes de ciment et 32 grammes d'eau, donc c'est vraiment très petit. On travaille avec des échelles qui sont très petites, rien à voir avec ce que vous connaissez sur le béton, c'est vraiment des échantillons qui sont très petits. Je les mélange et je mets ma pâte de ciment, donc, qui est grise, au fond du tube. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ce tube? Je le mets dans ma machine et c'est comme un micro-ondes géant. En fait, ça va générer des champs magnétiques et ces champs magnétiques-là vont interroger les molécules d'eau et ces molécules d'eau vont donner une réponse. Donc c'est ce que je fais. Donc en fait, je mets mon tube ici là et je mesure.
Maintenant, comment ça marche, cette technique? Donc, si je récapitule ce qu'on a dans une pâte de ciment, donc on a de l'eau dans des espaces qui sont entre les hydrates, on a de l'eau dans les hydrates eux-mêmes, donc dans la portlandite et dans ces aiguilles-là. Et évidemment, si on zoome dans les aiguilles, on a de l'eau dans les couches ici, dans les couches et autour également. Donc l'eau, c'est quoi finalement? C'est une molécule d'eau est constituée d'un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Donc dans chaque molécule d'eau, j'ai 2 atomes d'hydrogène. Et les atomes d'hydrogène, ici, je les représente par 2 petits bonhommes, parce qu'ils ont une direction. En fait, ces atomes d'hydrogène, ils tournent sur eux-mêmes. On appelle ça un spin, donc le noyau de l'atome d'hydrogène. Donc ils ont une direction. Maintenant, moi, si je fais rien sur ma pâte de ciment, quand on regarde un béton, ces atomes d'hydrogène, ils sont dans toutes les directions. Donc ils sont orientés aléatoirement, donc ils ne génèrent aucun signal. Maintenant, moi, ce que je fais avec ma machine ici, c'est que j'applique un champ magnétique, et ce champ magnétique va aligner tous les noyaux dans une direction. Ok? Maintenant, ce que je fais pour avoir le signal de ces molécules d'eau, de ces atomes, je leur applique un deuxième champ magnétique ici, qui est appelé B1, et donc ils vont tourner, changer de direction, et petit à petit, ils vont retourner à leur état d'équilibre. Okay? Et ça va me générer un signal. Donc en fait, je les fais tourner de 90 degrés, et petit à petit, ils reviennent à leur état d'équilibre, et ça me génère un signal. Donc le signal, il ressemble à ça. Donc j'ai un signal au départ quand ils sont dans cette direction, et petit à petit, ils reviennent à leur état d'équilibre, et donc j'ai un signal qui est comme ça, qui ressemble à ça. Ce signal-là, ça s'appelle, en termes techniques, un signal decay. En français, une dégénération de signal. Je sais pas comment ça se dit. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préalablement donné de l'énergie à ces molécules d'eau, et ils ont libéré leur énergie en générant un signal, et nous, on enregistre ce signal. Donc, finalement, on donne de l'énergie au préalable, ils redonnent cette énergie, et nous, on mesure ce signal. La quantité au départ, le signal qu'on mesure, c'est combien d'eau on a. Donc plus on a d'eau, plus ce signal au départ va être important. Et la vitesse à laquelle ils redonnent leur énergie, donc la vitesse à laquelle le signal il revient à zéro, ça va être relié à leur mobilité. Donc à savoir si les molécules d'eau sont peu nombreuses dans un pore très petit ou si les molécules d'eau sont très nombreuses dans un pore qui est très très large. Donc finalement, l'eau libre, donc l'eau qu'on peut avoir dans un verre d'eau, va retourner à l'état d'équilibre, donc arriver à zéro au niveau du signal en 1 seconde, de 1 à 3 secondes. Ça, c'est très long. L'eau qui est liée dans ces hydrates-là, dans la portlandite, ça va revenir à l'état d'équilibre en quelques microsecondes pour les pâtes de ciment. Donc, c'est très très court. C'est comme ça qu'on arrive à distinguer l'eau qui est ici de l'eau qui est ici. Et ça dépend simplement du nombre de molécules qu'il y a dans le pore en question. Donc là, on a beaucoup de molécules d'eau dans ce cas-là. Donc, le temps de relaxation va être très long. Ils vont mettre beaucoup de temps à arriver à zéro au niveau du signal. Dans un pore un peu plus petit, donc il y a un peu moins de molécules d'eau, ça va être un peu plus court, donc ils vont arriver à zéro un peu plus vite. Et si la molécule d'eau est toute seule ou très très liée, ou qu'il y en a un ou deux, ça va redonner l'énergie très très rapidement. C'est comme ça qu'on arrive à savoir combien il y a d'eau dans cet espace ici et combien il y a d'eau dans différents pores en fait. C'est simplement combien il y a de molécules d'eau. Donc pour l'illustrer simplement, je vais vous le montrer. Donc si les molécules d'eau sont très très peu nombreuses, comme dans le cas des couches de CSH, là, donc des petites couches dont j'ai parlé, il y a 2-3 molécules ici qui peuvent tenir dans cet espace-là, le signal va être très court, donc très vite ça va arriver à zéro. Maintenant, si on regarde l'eau ici, dans cet espace qui est un peu plus important, là le nombre de molécules d'eau, elles sont plus nombreuses, et donc, du coup, le signal va arriver à 0 dans un temps plus long. Ici, on voit que le signal est à 0 à 0,5 millisecondes. Ici, on voit que c'est 1,5 que ça arrive à 0. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à distinguer les différents types d'eau dans le ciment. Et évidemment, l'eau qu'il y a ici, dans les grands espaces, ici, on voit qu'elles sont très nombreuses. Elles vont mettre énormément de temps à atteindre un signal qui est équivalent à 0. Maintenant, nous, ce qu'on obtient comme signal, c'est la somme de tous ces signaux-là. C'est la somme de l'eau qu'il y a ici et la somme de l'eau qu'il y a dans ces mélanges. Donc moi, quand je fais ma mesure, j'obtiens ça. J'obtiens simplement une courbe. Et le challenge ici, c'est de prendre cette courbe et d'arriver à retrouver la distribution. Donc combien il y a d'eau
dans ces pores qui sont un peu plus larges, combien il y a d'eau dans ces pores qui sont un peu moins larges et combien il y a d'eau dans ces pores qui sont tout petits. Et pour ça, j'utilise une opération mathématique. Donc, je prends mon signal que j'ai, j'utilise une opération mathématique et j'obtiens ces différentes populations, mais sous forme de pics. Okay, donc, si je reviens ici, par exemple, le rouge, le vert et le bleu, dans l'ordre, ça voudrait correspondre à celui-là. Donc, celui-là, c'est la population rouge, la population verte, et ça, c'est l'eau qui n'est pas dans les hydrates, qui est autour des hydrates. Donc, moi, j'obtiens un signal qui ressemble à ça. Donc, ça, c'est une pâte de ciment que j'ai mélangée et que j'ai mesurée 28 minutes après que je l'ai mélangée, jusqu'à ici 62 jours après que je l'ai mélangée. Donc, petit à petit, la pâte de ciment, donc le ciment et l'eau deviennent de plus en plus durs. L'eau est consommée pour former des hydrates, des produits solides. Donc, ce qu'on voit, c'est que ces hydrates-là, donc c'est la portlandite ici, on voit un signal qui augmente avec le temps, parce que là, je suis en train de créer des produits d'hydratation, je suis en train de faire en sorte que ma pâte de ciment devienne solide, donc j'en crée de plus en plus avec le temps. On voit que ceci augmente. Là, ici, j'ai des populations bien définies. La première, c'est l'eau dans les interfeuillets, ici, l'eau dans les couches, que j'arrive à distinguer comme un pic. La deuxième population que je vois après, c'est l'eau qui est entre ces couches, donc l'eau de la porosité de gel, donc dans ces pores très très fins. Et les deux pics suivants, c'est l'eau qu'il y a entre les hydrates, donc l'eau qui reste encore et qui va réagir encore plus tard. On voit que celle-ci, elle diminue avec le temps. Maintenant, ce qui est donc le bond en avant qu'a fait entre guillemets cette thèse, c'est qu'on est capable de mesurer maintenant quelle est la quantité d'eau dans chaque population. On peut savoir quelle est la quantité d'eau ici, quelle est la quantité d'eau dans les feuillets, quelle est la quantité d'eau dans les pores de gel, et quelle est la quantité d'eau qui reste à réagir, donc qui est entre ces différents hydrates. Donc on peut savoir la taille aussi de cette porosité. Donc pour ceux qui sont un peu familiers avec certaines unités qui sont assez petites, on voit que ces couches ici entre les feuillets ici, c'est à peu près 1 nanomètre. Donc 1 nanomètre, c'est pas beaucoup, c'est 3 molécules d'eau. Hein. C'est vraiment, c'est très très fin. La deuxième population ici, c'est 2,5 nanomètres ici. Et la porosité qu'on a, celle qui est remplie d'eau, on la mesure à 8 nanomètres, ce qui est assez fin. Mais évidemment, il existe aussi des espaces qui sont remplis d'air. Et moi, l'air, je ne le mesure pas, parce que moi, je mesure spécifiquement la molécule d'eau. Donc les espaces qui sont remplis d'air, je ne les mesure pas. Mais ils existent, dans la pâte de ciment, ils existent. Ok, donc là, c'est fini. Là, donc, c'est le développement d'une méthodologie qui a permis de mesurer ces différentes porosités, cette eau dans les différents pores. Donc, si on regarde à ce qui se passe pour les différentes populations avec le temps. Donc ici, à temps zéro, on mélange notre pâte de ciment comme on mélangerait un béton. L'eau ici, là, qui est entre le ciment, va réagir avec le ciment très très vite. Et on voit que la quantité de cette eau-là, elle diminue assez rapidement. Donc à un jour, vous voyez qu'on n'en a pratiquement plus. Il reste peut-être 20% de l'eau qu'il y avait initialement qui va encore réagir. Donc en un jour, on utilise 80% de l'eau pour former des produits qui sont solides, des produits qui vont durcir. 80%. On voit que cette porosité est assez fine, donc c'est à l'échelle nanométrique, donc là, encore une fois, c'est vraiment des trous, de la porosité à l'intérieur qui est très très fine. Maintenant, si on regarde ce qui se passe pour l'eau, forcément l'eau qui quitte cette population-là, donc l'eau qui va réagir pour former des produits solides, elle doit réapparaître dans ces produits solides. Donc on voit que dans ces produits-là, qui sont donc la portlandite et les tringites, donc on voit que forcément on consomme l'eau qu'on a mis au départ pour former ces produits-là avec le temps. On forme également des couches, donc c'est CSH, on forme des produits, donc on voit que ça augmente avec le temps, donc on en forme, toujours en utilisant l'eau qu'on a mis au départ dans le mélange. Et on forme aussi cette population ici, là, principalement dans les 2 premiers jours, et ensuite on voit qu'il y a un plateau, on arrête de former cette porosité-là. Donc ça, c'est assez intéressant. Les gens ne le savaient pas au départ ou n'avaient pas vraiment une idée précise de ce phénomène. Ce qu'on voit, c'est que ces espaces assez grands entre les différentes couches se forment dans les 2 premiers jours et ensuite c'est fini. Ensuite, ça arrête de se former. Par contre, on continue de former des couches et on continue de former ces cristaux-là.
Donc ça a été une des découvertes de cette thèse. Donc c'est que cette porosité-là, ben, elle arrête de se former au bout d'un moment. Et dans ce cas-là, c'est à 2 jours. Et évidemment, on forme des vides, donc quelque chose qui n'est pas rempli d'eau. Donc ça, je ne le mesure pas, je l'ai mesuré par une autre méthode, et je vous ai montré à peu près à quoi ça correspondrait en volume d'eau. Donc on voit qu'il y a quand même une grande partie de la pâte de ciment qui est durcie, qui n'est pas remplie par de l'eau. Et ça, c'est relié au fait que quand le ciment et l'eau durcissent ensemble, les produits qui sont formés ont un volume moins important que le volume du ciment et de l'eau au départ. Donc forcément, j'ai une réduction de volume, et ben ce volume-là se retrouve avec simplement de l'air à l'intérieur. Et là, on voit qu'on a une certaine porosité qui est remplie d'air ici, donc c'est quand même assez important. Ok, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait avec ces données? Ça, c'est des données qui n'étaient pas disponibles au préalable. Donc, j'ai essayé de prendre l'analyse et de mener un peu plus loin l'étude. Donc, j'ai pris ces différentes populations et j'ai fait des calculs de masse et de volume. Je savais quelle était la quantité d'eau partout dans ma pâte de ciment, quelle était la quantité d'eau qui restait à réagir, quelle était la quantité de ciment qui restait à réagir, quelle était la quantité d'eau dans mes hydrates. Et avec ça, j'ai pu calculer la densité de ces produits-là, donc de ces aiguilles-là, de ces CSH. Et ça, c'est aussi quelque chose qui était assez important dans cette thèse, donc c'est de calculer la densité de ces CSH. Donc ce qu'on voit, donc la densité, c'est simplement quel est le poids par volume pour ces matériaux-là. Donc la densité de l'eau, par exemple, c'est 1. Ici, on voit que ces matériaux-là, donc, qui contiennent du calcium et de la silice dans ces couches-là ici noires, et de l'eau entre ces couches-là, on voit qu'on a à peu près 2,7 et que c'est constant avec le temps. C'est-à-dire que les hydrates, les couches qu'on forme au début et les couches qu'on forme plus tard, c'est les mêmes. Par contre, la densité des CSH dans leur totalité, donc en incluant cet espace qui est entre les deux, cette densité-là, elle augmente avec le temps, simplement parce qu'on forme au départ, je vous ai dit, des CSH avec cette porosité-là, ces triangles verts, et après on n'en forme plus. Donc c'est pour ça que cette densité, elle augmente. Maintenant, la quantité d'eau, donc ça c'est simplement pour ceux qui sont familiers avec les CSH. Donc ça c'est l'équation chimique de ce produit-là, là. Donc c'est du calcium, de la silice, un peu d'aluminium, de l'oxygène et de l'eau. Moi je me suis intéressé à l'eau, donc c'est ce que je mesure avec ma technique. Donc là on voit qu'on a 1,8 mol d'eau par mol de silice et d'aluminium à l'intérieur de ces couches. Donc ça c'est des valeurs qui étaient connues avant par d'autres, qui avaient été mesurées par d'autres méthodes, donc c'était bien d'avoir les mêmes résultats pour confirmer que la méthodologie elle fonctionnait. Et la quantité d'eau dans les CSH en totalité, donc en incluant cet espace vert là, on voit que ça descend avec le temps. Et les gens essaient de trouver une réponse fixe pour cette valeur là, mais on voit que c'est très très variable. Si on prend l'échantillon au bout d'un jour, on a une valeur qui est équivalente à 7. Si on prend l'échantillon au bout d'un an, on a une valeur qui est équivalente à 4 ou 4,5. Donc c'est vraiment des gros changements qui arrivent avec le temps pour la quantité d'eau dans ce produit-là. Voilà, donc maintenant je vais résumer les résultats que je vous ai présentés jusqu'à présent. Donc là on voit que, donc ça c'est un diagramme qui nous explique qu'est-ce qui se passe du temps zéro, donc quand on mélange notre ciment et notre eau, jusqu'à 100% d'hydratation. Donc ce qu'on voit c'est qu'on consomme le ciment de manière linéaire, donc là c'est le degré d'hydratation du ciment, donc c'est normal que ça soit linéaire. On forme des produits solides, donc on forme ici des produits solides, on consomme l'eau. Ça c'est le message, donc on consomme le ciment, on consomme l'eau et on crée des produits solides, ce qui va faire que le matériau, finalement il est solide. Et on crée des vides également. Donc moi, ça c'est un modèle qui avait été développé dans les années 50 par Powers et Bronyard. Et donc c'est un modèle qui est encore accepté à l'heure actuelle pour prédire quel va être l'état du ciment après 1 an, après 2 ans. Et moi, si je superpose mes données, donc les données que j'ai calculées avec la NMR, donc c'est les points qui viennent de s'afficher, on voit qu'il y a un bon accord avec mes données et les données qui avaient été faites dans les années 50 pour la prédiction de quel va être l'état de la pâte de ciment une fois que c'est durci. La seule différence, c'est qu'ici, ce comportement avait été prédit comme linéaire, alors qu'en fait, on voit que ça se forme énormément vers le début et ensuite ça s'arrête. Donc moi, si je clarifie mes données, c'est ça que j'obtiens. Donc c'est une description de ce qui se passe dans la pâte de ciment depuis le malaxage jusqu'à 1 an. Donc à chaque temps, on arrive à savoir quelle est la quantité d'eau qui reste, quelle est la quantité d'hydrates,
quelle est la quantité de CSH, quelle est la densité des CSH. Donc c'est une description complète de la pâte de ciment. Voilà, donc ça paraît assez facile comme ça, mais ça m'a pris 2 ans à faire ça. Juste ce que je vous ai présenté juste là, ça m'a pris 2 ans. Et juste pour un peu compliquer la présentation, ça c'est les équations que j'ai utilisées. Elles sont pas très compliquées, mais comme ça montre que j'ai fait quelque chose quand même. Donc, voici les équations que j'ai utilisées. Ok, maintenant j'arrive à la dernière partie de la présentation. Donc ça c'est juste pour ceux qui me suivent encore maintenant. Donc j'ai présenté un seul mélange jusqu'à présent, c'est celui-ci. Et maintenant ce que je fais, c'est que je réduis la quantité d'eau que je mets dans mon mélange. Donc je l'ai réduit un tout petit peu. Ou alors je l'ai augmenté un tout petit peu. Et j'ai regardé l'effet que ça avait. Donc là je vais vous montrer simplement l'effet sur 2 populations. Donc cette eau capillaire, donc cette eau qui n'a pas encore réagi, qui est entre les grains de ciment. Donc ça c'est la quantité d'eau ici, en fonction du temps. Donc là, on voit qu'effectivement, ici, j'ai mis peu d'eau, ici, j'ai mis un peu plus d'eau, et ici, j'ai mis encore un peu plus d'eau. Ce qu'on voit, c'est que cette eau, elle se consomme rapidement durant le premier jour d'hydratation, et ensuite, ça se consomme un peu plus lentement jusqu'à 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et là, on voit qu'à 100 jours, il n'y en a plus. Il n'y a plus d'eau qui reste pour réagir. Donc là, le matériau, il est solide, il a pratiquement fini ce qu'il avait à faire. Maintenant, si je regarde cette porosité de gel, donc cette porosité de gel, c'est celle qui m'intéresse parce que c'est celle qui s'arrêtait avec le temps. Vous vous souvenez, ça se formait dans les 2 premiers jours et ensuite ça s'arrêtait. Et là, ce qu'on voit, c'est que dépendamment de la quantité d'eau que je mets au départ dans mon mélange, ce qui est assez intéressant, c'est que quand je mets 0,4 g d'eau pour 1 g de ciment, on voit que ça s'arrête à 2 jours. Ça, c'est les données que je vous ai présentées tout à l'heure. Si je mets un peu moins d'eau, on voit que ça s'arrête, cette porosité de gel ici dans ces hydrates, elle s'arrête de se former à 1 jour. Et si je mets un peu plus d'eau, cette porosité, elle arrête de se former à peu près en 10-20 jours. Donc c'est vraiment, si je mets plus ou moins d'eau, c'est l'espace que j'ai qui est disponible pour les hydrates, pour qu'ils grandissent, pour que la pâte se solidifie. Ça va avoir une influence sur cette population-là, la population l'eau des gels. Donc moi, je me suis intéressé à la densité de ces CSH-là à 28 jours, donc les CSH au complet, donc ce produit-là. Donc ce qu'on voit, c'est que la densité des couches, simplement des couches entre elles, elle est plus ou moins constante avec le temps. Donc ça veut dire que, dépendamment de la quantité d'eau qu'on met dans le mélange, on va former les mêmes CSH, les mêmes couches de CSH. Par contre, quand on regarde à la porosité, à la densité ici des CSH au complet, donc avec cette porosité, on voit que finalement, on a une densité qui descend. C'est simplement parce qu'ici, on a plus de pores de gel comparé à ici, on en a moins, comparé à ici, on en a moins. Et cette différence-là en quantité de pores de gel va nous donner une différence en densité, simplement. Donc ça, c'était aussi quelque chose qui était intéressant de voir. Et la dernière slide, c'est donc le ratio calcium-silicium plus aluminium dans les CSH. Donc, c'est les couches de CSH, ça contient du calcium, du silicium et de l'aluminium. On voit qu'en fonction de la quantité d'eau, donc si j'ajoute de l'eau, on voit que le calcium sur silicium, il descend. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est nouveau et qu'on a découvert. Et en parallèle, il y a la quantité de portlandite donc, qui monte parce que ça prend du calcium. Donc tout le calcium qui est dans la portlandite, il n'est pas dans les CSH. Et ici, tout le calcium qui est dans les CSH, il n'est pas dans la portlandite. Voilà, et je pense que je vous ai assez ennuyé. Les conclusions, rapidement. Donc, une méthodologie a été développée pour mesurer l'eau dans le ciment. Donc, l'eau qu'on met au départ, qu'on mélange, on peut suivre quelle est la quantité d'eau dans le ciment, dans les différentes populations. Donc, finalement, on regarde à la molécule d'eau. On peut distinguer l'eau dans ces hydrates assez fins et on n'était pas capable d'avoir une précision comme ça avant avec d'autres techniques. On n'était pas capable de différencier de façon très précise l'eau qui était dans ces espaces plus grands et l'eau qui était dans ces espaces plus fins. Et on a vu qu'il y avait un plateau durant la formation de cette porosité de gel avec le temps. Donc ça se forme au départ et après ça arrête de se former. Voilà, et ça c'est le diagramme que je vous ai montré tout à l'heure qui décrit qu'est-ce qui se passe dans la pâte de ciment avec le temps. Et je crois que c'est tout. Merci de votre attention.